La Ligue des droits de l'homme s'est préoccupée de la justice militaire et de la question des fusillés par les conseils de guerre pendant la Première Guerre mondiale durant les événements eux-mêmes, puisqu'elle s'était constituée au moment de l'affaire Dreyfus à cause d'un jugement d'un conseil de guerre, précisément, qui avait condamné à la détention à perpétuité le capitaine Dreyfus pour espionnage, et elle avait mis en cause le fonctionnement de la justice militaire dès cette époque. Et quand Dreyfus a été dans un premier temps amnistié, bien en 1904, c'est-à-dire 10 ans avant la guerre, elle lance une pétition pour la réforme de la justice militaire et pour cesser que les tribunaux militaires en particulier soient compétents hors des périodes de conflit, posant aussi la question de leur fonctionnement pendant les guerres. Donc, en août 14, au moment où la Première Guerre mondiale se déclenche, elle est très sensibilisée, préoccupée par cette question, et elle va, pendant la guerre elle-même, se préoccuper de la question, émettre des revendications par rapport aux cours martiales instaurées, enfin, ce que l'on appelait usuellement les cours martiales, c'est-à-dire les tribunaux d'exception à 3 juges, instaurés au début de la guerre et qui vont fonctionner jusqu'en avril 1916. Et elle va être l'un des vecteurs de la revendication de leur abolition, de ces cours spéciales. Et ensuite, elle va se préoccuper des demandes de grâce qui avaient été rétablies, donc en 1916, pour les condamnés, pour un certain nombre de condamnés du moins, et elle s'est préoccupée aussi des droits de la défense, parce qu'un certain nombre de ces d'avocats qui faisaient partie de ceux à qui elle faisait appel dans tel ou tel cas, eh bien, ont plaidé pour des prévenus devant les tribunaux militaires. Donc, elle intervient pendant la guerre de manière plutôt discrète, je dirais, pas tellement publique. D'abord, il y avait la censure, il y avait un certain nombre d'entraves à ces publications, à ces activités, bien qu'elle les maintienne quand même pendant toute la guerre. Et puis surtout au lendemain de la guerre. Alors là, elle avait accumulé des dossiers sur un certain nombre de cas. Je pense à l'une des plus connues, l'affaire des caporaux de soins, hein, l'affaire Théophile Maupas et ses 3 compagnons caporaux, originaires de la Manche, qui avaient été donc fusillés, et après un jugement d'un conseil de guerre, elle intervient, après avoir constitué un dossier pendant la guerre elle-même, dès le lendemain de la guerre, pour obtenir leur réhabilitation, chose qu'elle obtiendra assez tard, au moment de l'instauration de la Cour spéciale de justice militaire qui siège entre 1932 et 1934. Pour en venir à la question actuelle, disons qu'à partir de 1934, la Ligue des droits de l'homme cesse de faire de cette question une question de son action publique, si je puis dire. Il y avait, en 1934, d'autres préoccupations en Europe et en France, et elle leur accorde la priorité, si je puis dire, et donc c'est le Front populaire, etc., et l'enchaînement des années 30, puis de l'occupation. Donc cette question, elle est comme reléguée, elle est laissée en suspens, si je puis dire, à partir de la fin de cette Cour spéciale de justice militaire. Il faut attendre des travaux d'historiens, je pense à la première édition du livre de Nicolas Fenstadt à la fin des années 1990, 97, quelque chose comme ça, pour qu'elle réinvestisse cette question comme d'abord un patrimoine de son histoire, et puis comme une question qui n'était pas complètement close, si je puis dire. Parce que, je prends un exemple, la Cour spéciale de justice militaire, mise en place au milieu des années 30, était chargée de réhabiliter, donc de lever les condamnations, de casser les condamnations d'un certain nombre
de soldats qui n'avaient pas pu bénéficier de décisions de cour d'appel ou de cour de cassation auparavant. Et là, il y a eu, dans le cas précisément des caporaux de soins, dans le cas d'autres affaires, je pense à l'affaire de Fliret par exemple, des décisions prises qui permettaient d'innocenter les condamnés en question. Mais il y avait des délais pour cette Cour spéciale de justice militaire. Et quand une famille s'est réveillée un peu trop tard pour présenter un dossier, on lui a opposé un délai qui était fixé par la loi qui instaurait cette Cour spéciale. Donc, c'est un exemple, si vous voulez, un exemple de cas qui n'ont pas pu à l'époque être réglés dans le sens d'une réhabilitation pour une question simple de procédure et de délai de présentation des dossiers. Donc, la Ligue des droits de l'homme, quand elle s'est réintéressée, si je puis dire, à la fin des années du XXe siècle et au début du XXIe siècle à cette question, il y a eu aussi les procédures britanniques qui ont contribué à faire réémerger cette question. Eh bien, quand elle s'est réintéressée, qu'elle a pris conscience que le dossier n'était pas clos, que l'on approchait du centenaire de la Première Guerre mondiale, eh bien, elle s'est dit il faut que on termine une réhabilitation qui a connu des étapes importantes et des résultats, mais qui n'est pas complètement achevée. Plus aucun des protagonistes de l'époque ne sont vivants aujourd'hui, donc il serait absurde de refaire un procès pour revenir sur une condamnation antérieure. Mais elle pense que dans un certain nombre de cas, l'examen des dossiers devrait permettre de transmettre à la Cour de cassation un avis concernant la cassation sans renvoi des jugements de condamnation. Comme cela s'était produit en 1906 dans le cas de la condamnation du capitaine Dreyfus, où finalement la Cour de cassation, 12 juillet 1906, avait statué sur la cassation sans renvoi de la condamnation en 1894 du capitaine Dreyfus pour espionnage, etc. Donc, elle pense que dans certains cas, il serait possible, sans faire de nouveaux procès, de casser un certain nombre de décisions qui, au regard des historiens et des citoyens d'aujourd'hui et des associations d'anciens combattants qui se sont penchés sur le sujet, devraient permettre de conclure que ces condamnations n'auraient pas dû être prononcées et surtout être exécutées aussitôt. Pour transmettre à la Cour de cassation des cas avec un avis suggérant que les condamnations soient cassées, cela implique que les cas en question soient étudiés par, effectivement, cela pourrait être le cas d'une commission désignée, instaurée par une loi, par un décret. Bon, ça relève du politique et du législateur, mais en tout cas, il faut que ces dossiers soient examinés, soient mis en exergue dans la masse des condamnations qui, comme le souligne le rapport du Conseil scientifique présidé par Antoine Prot, étaient diverses et relevaient de différents délits ou accusations. Donc, certains cas pourraient être isolés, prélevés, mis en exergue, examinés. La commission pourrait conclure de l'examen du dossier que ces cas relèvent ou s'apparentent de ceux qui avaient été réhabilités déjà, soit par des jugements de cour d'appel, soit par des décisions de la Cour de cassation, soit par la Cour spéciale de justice militaire,
et qui ne l'ont pas été pour différentes raisons encore, si vous voulez. C'est le cas, par exemple, du lieutenant Chapelain, pour lequel le ministre délégué aux anciens combattants avait fait une annonce de lui décerner la mention Mort pour la France le 11 novembre 2012. C'est une annonce qui témoigne de la même préoccupation, si je puis dire, mais qui n'a pas vraiment la base juridique que pourrait avoir une décision de la Cour de cassation en bonne et due forme pour ce cas et d'autres qui, en l'occurrence, apparaissent comme devoir faire l'objet d'une réhabilitation.